vraies voix du rugby, votre émission du lundi soir pour revenir sur toute l'actualité du rugby. Retour sur la 3e journée de la Champions Cup. Déjà 3 clubs français qualifiés. L'Union Bordeaux-Bègles, le Stade Toulousain, le RC Toulon. On va en parler. Esteban Abadi sera d'ailleurs le 3e ligne du RC Toulon, sera notre invité à 20h15. Ensuite, il y aura aussi un autre grand 3e ligne qui sera avec nous. C'est un ancien, Laurent Cabane, qui sera notre grand témoin à 20h30. Et puis aux alentours de 20h45, on parlera du Stade français avec leur consultant en mêlée. C'est Mathieu Blin qui sera avec nous en direct sur Sud Radio. En direct avec bien sûr Yohan Huget et Philippe Spanghero avec vous au 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir messieurs, salut Yohan. Bonsoir messieurs, bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Qu'on est content de retrouver. Vous avez manqué, ça m'a on va en reparler dans quelques instants, bien sûr. Mais surtout, on va dire bonsoir à Quentin parce qu'il va nous donner les dernières news de la planète rugby en ce lundi. Exactement, avec un bilan plutôt positif pour les clubs français ce week-end en Champions Cup, avec l'UBB qui confirme sa grande forme. Seule équipe à faire un parcours parfait pour le moment, 15 sur 15 en Champions Cup. Après un large succès face à Exeter, 69-17. Seul point noir, la blessure de Romain Bureau, l'arrière de l'UBB qui va être forfait pour le dernier match de poule face aux Sharks ce week-end. Toulouse est également qualifié pour la suite de la compétition avec 14 points. Les Toulousains qui sont imposés justement sur la pelouse des Sharks sur le score de 20-8. Toulon, 3e club déjà qualifié avec 13 points après sa victoire 32-21 face aux Harlequins. Le Stade français et le Castres Olympique se sont également imposés ce week-end avec le bonus offensif. En revanche, la déception pour le Racing, Clermont et La Rochelle qui se sont inclinés. Et inquiétude en plus pour les Rochelais qui ont perdu sur blessure Wardy, Atonio et Cancorier. Wardy est déjà forfait pour le rassemblement du 15 de France. En challenge, l'USAP Bayonne et le MHR ainsi que Pau se sont imposés. Défaite pour Vannes et le Loup face à Édimbourg et le Connacht. Le Loup qui signe l'arrivée de Kamisha pour compléter l'effectif et ce jusqu'à la fin de la saison. Fabien Galtier a mis fin à la polémique Mathieu Jalibert dans l'émission de Vincent Moscato aujourd'hui. Il dit que c'est une histoire Mathieu Jalibert et pas une polémique et qu'il sera évidemment le bienvenu dans le 15 de France. Et il a également évoqué le non-lieu dans l'affaire Jégou Oradou. Il estime que les 2 joueurs sont désormais sélectionnables. Oui, comme nous l'avait dit Jean-Marc Lermet sur l'antenne de Sud Radio il y a quelques mois. Exactement. Oui, et une dernière petite info, on peut aussi dire quand même que on est très content pour le partenaire du Stade Rochelais, la Massif, parce que Charlie Dalin va peut-être et c'est bien parti remporter le Vendée Globe. Pas lui porter l'œil quoi. Ouais, non, mais en tout cas, il est pas très loin de l'arrivée des Sables d'Olonne. Ça devrait être dans la nuit aux alentours de 5h du matin environ. On se souvient que sur cette antenne, Charlie Dalin, il y a 4 ans, avait été très présent et nous avons de l'estime pour ce marin, pour tous, mais lui il avait été d'un fair play. Et on l'a vu plein de fois. Absolument. Sud Radio lui a porté chance. Exemplaire. Mais non, il est venu après. C'est pas faux. Samantha Davis et lui, c'est nos chouchous quand même. C'est vrai. Philippe, Yohan, on va revenir quand même sur ce week-end. D'abord, est-ce qu'il y a une news, Yohan, sur laquelle tu veux t'arrêter? On va dire le beau parcours des clubs français ce week-end pour reprendre cette Coupe d'Europe que je trouve on fait bonne figure juste avant le tournoi. C'est important malgré tout de montrer que nos clubs français sont présents sur la scène européenne et c'est bon augure pour un tournoi qui arrive. Déjà 3 qualifiés, on le disait, l'UBB, Toulouse, qui sont à la lutte dans la même poule, la poule 1, et Toulon aussi qui a disposé des Harlequins hier 33-21. Philippe, tu étais en Afrique du Sud, tu as eu la chance de suivre un petit peu le périple des Toulousains. Qu'est-ce que comment toi tu l'as ressenti? Parce qu'on a vu un match, on va dire d'une haute intensité, mais parfois, nous en tout cas devant la télé, dont la qualité parfois nous a laissé un peu à désirer. Oui, elle a laissé à désirer au stade aussi parce que c'était un match plein de promesses quand même avec ces Sharks qui alignaient une bonne partie de l'équipe des Springboks face au stade toulousain qui est l'ossature de l'équipe de France. Donc on a toujours en tête quand même ce quart de finale de la dernière Coupe du Monde qu'on a du mal à digérer. C'était une forme quelque part de petite revanche. On attendait autre chose en termes de niveau de jeu. C'est vrai que c'est toujours très délicat. Moi je pense que pour l'avenir du rugby, c'est plutôt une bonne chose que les Sud-Africains arrivent pour densifier cette compétition qu'est la Champions Cup.
parce qu'à terme, ça servira à la compétition et ça tirera, je crois, vers le haut le rugby européen. Mais pour l'instant, on sent qu'il y a quand même des problèmes d'acclimatation. J'ai trouvé cette équipe des Sharks assez décevante dans ce qu'elle a produit, dans sa forme de naïveté aussi, dans son incapacité à être froide sur ses temps forts. Voilà, j'ai été surpris par ce qu'ils ont proposé et puis par la difficulté aussi d'acclimatation. C'est vrai que je suis arrivé quasiment en même temps que les Toulousains. Donc, passer de l'hiver français à cette chaleur de l'été, l'humidité, etc. Après, ce que je retiens de ce que j'ai perçu des Toulousains, et on l'a dit aussi pour les Toulonnais, qui ont eu un match fondateur aussi lors de leur déplacement sur la première sortie au Cap. C'est quand même des moments un peu privilégiés dans la construction de l'esprit d'équipe et des relations de groupe. En ça, j'ai l'impression quand même que les équipes françaises, au-delà du sportif, savent s'en servir. Bon, là, il y avait un contexte particulier pour les Toulousains, en plus avec l'hommage à Mehdi Nardissi, mais j'ai senti que les Toulousains s'étaient mis vraiment dans une bulle pendant cette semaine et que ça avait fait aussi du bien au groupe cette semaine. Donc voilà, il faut en retirer du positif au-delà du sportif. Et en ça, je crois que quand même, ces déplacements pour les clubs français, ils sont assez fondateurs collectivement. Moi, je suis pas trop forcément d'accord avec toi, Philippe, parce que pour avoir un retour, autant les Toulonnais, on peut dire que ça a été salvateur, ils ont retrouvé une dynamique de groupe et ça les a propulsés aussi en top 14. Autant les Toulousains, ils repartent d'un voyage en Afrique du Sud un peu amer, pas forcément contents, même s'ils ont gagné, et c'est la vie un peu de tout le monde. Et sportivement, mais même humainement, si sportivement tu reviens un peu amer, forcément tu es un peu, ils restent sur leur faim parce qu'ils savent que la suite de la compétition va être compliquée pour eux, donc un retour assez compliqué. Et pour revenir à ces équipes sud-africaines, je suis pas forcément d'accord avec toi non plus parce qu'elles jouent pas le jeu. Elles jouent pas le jeu aujourd'hui sur la scène européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les Sharks se déplacent à Bordeaux. Et quelle équipe va aller à Bordeaux ? Quelle équipe va ils leur font un point pour se qualifier, les Sharks. Oui, je suis d'accord. Un point de bonus, on est d'accord. Mais quelle équipe ? Tu penses que ça va être l'équipe qui a joué contre le Stade Toulousain ? Je suis pas forcément sûr. J'ai l'impression, en tous les cas, c'est un peu surprenant et il y a eu le coup de gueule de David Gérard sur notre antenne là après le match c'est les Bulls qui ont joué contre Castres. C'est vrai que c'est surprenant parce que quand tu parles avec ces équipes sud-africaines, et on a eu la chance quand même de travailler avec les Sharks, on a organisé une réunion qui était hyper intéressante la veille du match avec Didier Lacroix et le board des Sharks pour échanger un peu sur les problématiques, pour apprendre à mieux se connaître, etc. Et quand tu parles avec ces équipes sud-africaines, il y a une incohérence entre leur discours et parfois ce qu'elles peuvent proposer sportivement, parce qu'ils te disent clairement que leur salut, ils passent par leur existence dans cette Champions Cup. Économiquement, pour eux, c'est hyper important. Dans leur modèle économique, ça pèse beaucoup plus lourd que dans notre rugby à nous. Et donc, ils prennent ça vraiment très au sérieux. Et c'est vrai que c'est surprenant parfois d'entendre ce discours-là et de voir les Bulls venir avec une équipe complètement remaniée à Castres. Donc, je pense que tout ça, ça doit se mettre en place. Ils ont des problématiques à gérer parce qu'ils ont un championnat domestique qui est fort aussi. Et donc, je pense qu'assez vite, comme les clubs français le font aussi, quand ils sentent qu'ils n'ont pas grand-chose à jouer dans cette compétition ou qu'ils doivent ménager 2 championnats, ils en sacrifient un, comme les clubs français peuvent le faire à certains moments pour beaucoup d'entre eux. Je pense surtout que c'est la fédération qui décide, Philippe. Par rapport aux internationaux. C'est Racing. Bien sûr. Alors c'est c'est primordial. Aujourd'hui, les clubs français, non. Mais les Sud-Africains, tant que la fédération sera au-dessus, ils décideront de qui ils envoient à droite et à gauche pour préserver. Le rapport de force, pour finir, est en train un peu de s'inverser. Il y a une info quand même importante, c'est que la fédération voulait vraiment intégrer ce fonds d'investissement, prendre de l'argent très vite, comme le fonds d'investissement qu'ils avaient sélectionné leur proposait. Et puis, il y a eu quand même une levée de bouclier pour la première fois de l'histoire du rugby sud-africain. Les 4 franchises se sont entendues pour voter contre et on avait un pourcentage de voix qui ont permis de contrer la volonté de la Fédé d'aller dans cette voie-là. Donc, il y a quand même une volonté là des franchises de s'unir pour avoir une voix qui porte beaucoup plus vis-à-vis de la fédération. Donc je pense que ça va porter ses fruits dans les années qui arrivent. Mais bon, c'est encore une période de transition pour eux, c'est sûr.
En tout cas, ça commence bien cette émission. Vous n'êtes pas d'accord sur les 3 points que vous avez évoqués. Moi, je dis qu'on est bien parti. Non, mais je sais que je le connais pas. Non, parce que moi je parle sportivement. Philippe, c'est le financier. Lui, financièrement, il trouve, enfin, il pense qu'il trouve son compte. Mais moi, je suis encore un peu proche des joueurs. Non, mais franchement, alors on dit ça. Mais moi, c'est mon côté compétiteur. Ça m'embêterait d'aller jouer en Afrique du Sud, de tomber contre l'une des meilleures équipes, et que le week-end après, elles aillent à Bordeaux et ça fait un grand ménage. Si je peux te répondre et te rassurer un petit peu, Colissi, Enche, Mbonambi, Nyakane ou encore Jaden Hendrixé seront du voyage. Il y aura aussi des retours. Tu peux faire le voyage. Et pour Johan, c'est l'équipe B, ça. Mais bon, déjà je le connais par cœur. Quand il a la casquette, c'est mauvais signe, il est chafouin, je le connais. J'ai vu, avant qu'il ouvre la bouche, j'ai dit il a la casquette, aïe. Non, mais rien à voir, on attend de voir l'équipe qui va démarrer. Oui, mais déjà ils sont dans le groupe. Ouais. Il n'y aura toujours pas Edsebet qui est toujours blessé et Esterhuizen non plus. Bon, en tout cas, ça promet aussi quand même un dernier match à Chaban ce week-end qu'on vivra dimanche sur l'antenne de Sud Radio, bien sûr. Est-ce que Kamisha au loup, j'allais dire au chou, au loup, après son départ précipité du Racing. Démarre bien cette émission. Hein. Bonne pioche ou Très bonne pioche. Ouais. Très bonne pioche. C'est un très grand joueur. Il a besoin de se régénérer. Aujourd'hui, le loup lui offre cette possibilité. Je pense qu'il il est pas très loin de Paris. S'il veut faire des allers-retours, s'il a des choses à gérer d'ici la fin de saison, voilà. Je pense qu'il y avait aussi Clermont et je pense que le Loup c'est un profil et un club qui peut lui permettre de s'exprimer et de repartir dans un état d'esprit conquérant. Alors, il était dans le club du 9e qui a 26 points, il va chez le 10e qui a 26 points. On va dire sur ça, il n'y a pas de changement. En tout cas, Philippe, juste un point sur cette c'est plutôt une bonne pioche quand même pour Karim Ghezal qui le connaît bien. Alors, tout dépend du prix, mais sur le papier, en tous les cas, c'est une très bonne. On y revient, le prix. Non, mais c'est toujours une question de rapport qualité-prix. Sur le papier, bien sûr, c'est une très bonne pioche. C'est un joueur français. En plus, il va avoir à cœur, je pense, de montrer au Racing et au monde du rugby qu'il n'a pas été forcément bien traité. Honnêtement, je ne connais pas le passif. Je ne sais pas à quel point il avait franchi la ligne avant cette fois-là. Voilà. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que c'est un enfant du club, quoi. Donc, cette décision, elle paraît radicale. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé avant et qui a pu amener à ça. Mais sur le papier, sportivement, bien sûr que il est quand même international pour la dernière fois il n'y a pas si longtemps. C'est un joueur qui a connu l'équipe de France assez régulièrement. Donc, ça fait partie de ce qui se fait de mieux dans notre championnat à ce poste-là. Donc, bien sûr que sur le papier, c'est une bonne pioche et que je pense qu'en plus, il va vraiment sportivement avoir à cœur de montrer à tout le monde qu'on s'est trompé à son sujet. Il a eu l'honneur de jouer avec Yohan Huget. Oui. Ah, c'est vrai. Donc voilà. Donc je dois rebondir là-dessus, c'est ça, François? Non, c'était une façon de conclure. C'est un très bon joueur, c'est un très gentil garçon. Ouais, et on est content pour lui et on est content qu'il rebondisse. Kamisha, on va dans un instant, on continue à parler de la Champions Cup avec le beau parcours du RC Toulon. Et pour en parler, eh bien son troisième ligne sera là, c'est Esteban Abadi. Ça a été l'homme du match. Il sera bien sûr l'homme de Sud Radio dans quelques instants. À tout de suite. L'émission du lundi soir, Yohan Huget, Philippe Spanghero, bien sûr, et vous au 0826 300 300, et aussi les invités. Et ce soir, on est heureux d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio Esteban Abadi, le troisième lignel international du RC Toulon, qui a le sourire. Et oui, parce que hier, Toulon a arraché sa qualification. Salut Esteban. Bien. Est-ce que tu nous entends? Et nous, est-ce qu'on t'entend bien? Parce que voilà. Moi, je vous entends. Après, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est bien reçu, c'est bien reçu. On te voit parce que c'est vrai qu'il faut le dire aux auditeurs qu'ils peuvent nous voir sur l'appli Sud Radio, sur le site sudradio.fr. Voilà, on te voit dans ton chez-toi. C'était un jour de récup aujourd'hui. Et d'ailleurs, on aperçoit une belle photo de surf. C'est toi en action ou pas derrière toi là? On va parler rugby, mais juste quand même, voilà, il faut qu'on l'introduise. C'est pas moi. C'est pas moi. Voilà. Et Johan me disait hors antenne, est-ce qu'il surfe à Toulon? Bon, je te laisse répondre.
Il y en a un petit peu des vagues, mais bon, c'est rare. Ouais. Mais ça m'arrive un peu de temps en temps. Bon, voilà, pour te changer les idées. Bon, ça a été quand même un bon dimanche, Esteban, hier, pour le RCT, qui retrouve donc les phases finales après une saison un peu blanche l'an dernier en Champions Cup. Voilà, on a vu du grand RCT. Ouais, bon, on avait vraiment à cœur de se racheter par rapport à cette compétition et notre parcours un peu chaotique l'année dernière. On voulait offrir à Toulon et à cette ville une qualification dans cette compétition, et c'est chose faite avec la qualification assurée. Maintenant, il nous reste un match à Sale ce week-end pour conserver notre première place. Mais en tout cas, on est très fiers de cette qualification. Ouais. Yoann Huget, peut-être première question, ensuite Philippe. Félicitations déjà, parce que c'était une belle équipe d'Harlequins Queens qui est arrivée. Ils ont fait un drôle de match, j'ai trouvé, des conquérants, notamment menés par Esteban. Donc déjà, félicitations pour votre qualification. Merci beaucoup. Et deuxièmement, est-ce que tu penses, aujourd'hui, il y a le tournoi qui va arriver, est-ce que vous pensez le groupe armé pour être compétitif sur les deux tableaux? Vous avez la qualification en 8e. On sait que ça laisse beaucoup, c'est assez énergivore cette compétition de Coupe d'Europe. Est-ce que vous pensez que vous avez les capacités aujourd'hui, au vu de la saison dernière, de répondre présent sur les deux tableaux, parce que vous êtes très bien placé sur les deux tableaux? Je pense que c'est vraiment une de nos principales forces cette année, c'est qu'on a vraiment un groupe de 40 joueurs hyper compétitifs qui, voilà, on se tire la bourre à chaque poste avec beaucoup de concurrence, une concurrence qui est saine, mais peu importe l'équipe alignée, on arrive à faire des bons résultats, que ce soit depuis le début de l'année. Donc, je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à performer en top 14 et en Champions Cup. Donc, est-ce qu'on y arrivera? Je sais pas, mais en tout cas, on a cette volonté de jouer les deux tableaux au mieux possible. Et pour l'instant, ça nous réussit bien. Donc, j'espère que ça va continuer. Philippe Spanghero avec Esteban Abadi, troisième ligne du RC Toulon, qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Ouais, bonsoir Esteban, bravo d'abord pour cette victoire, et puis dans la lignée de ce que te disait Johan, c'est vrai que je sais pas dans quel sens vous l'avez pris, mais on sent qu'il y a des jeunes joueurs qui ont pris du temps de jeu la saison dernière, qui arrivent un peu à maturité, à l'image de Dréan notamment, et donc comme assez vite vous avez trouvé des certitudes en top 14 dans ce top 6, et ça permet de jouer sur les deux tableaux pleinement. Donc tu as répondu à Johan là-dessus, vous vous sentez armé pour la jouer à fond, et est-ce que cette période de fenêtre internationale là, de tournoi, elle vous effraie un peu dans la gestion? Non, pas du tout. Après, voilà, on va perdre quand même pas mal de mecs. On a déjà perdu Charles sur blessure jusqu'à la fin de saison, donc c'est vraiment un gros coup dur. Mais comme je le redis, on a vraiment une très forte identité, et puis les jeunes joueurs ont répondu présent depuis le début de la saison. Voilà, tu parles de Dréan, il y a aussi Marius Daumont qui gère plus que bien à l'arrière depuis le début de saison, malgré voilà tout ce qui s'était passé en dehors du rugby avec Melvin. Donc c'est une grosse chance, et après voilà, on va perdre quelques joueurs pendant le tournoi, mais je pense qu'on a les ressources nécessaires pour pallier ces absences. Melvin qui est de retour fin janvier, non? Ouais, après ce bloc, normalement, il intégrera à nouveau. Ouais. Bon, ça fera du bien aussi à votre effectif. Voilà, oui, Quentin? Je disais à propos des blessures, est-ce que vous avez des nouvelles de votre coéquipier qui s'est fait mal ce week-end? Kyle Sinclair. Ouais, enfin, je pense que le club communiquera, mais bon, il s'est fracturé l'avant-bras, donc c'est quand même une grosse blessure qui va l'éloigner un peu des terrains pendant quelques mois. Ouais, ça c'est un deuxième coup dur après la blessure de Charles Olivon. Parlons quand même de toi, Esteban, parce que tu as été survolé. Ouais, t'as été très à l'aide depuis le début de la saison. Je regarde les stats là, 91% de matchs titulaires. C'est pas mal comme saison. Bah, si ça s'ajoute aux dernières, ça fait des stats quand même très élevés. C'est moins bien, parce qu'il y avait eu une série de quasiment 50 matchs consécutifs, je crois. 50 titularisations, feuilles de match consécutifs, je crois, jusqu'à la saison dernière. Incroyable. Ouais, c'est vrai que j'avais eu cette chance de pouvoir enchaîner 50 matchs d'affilée. Après, depuis l'année dernière, j'ai eu quand même deux blessures là, musculaires qui m'ont fait rater les phases finales l'année dernière, où j'étais vraiment déçu. Et là, je reviens d'une blessure d'une lésion musculaire qui m'a éloigné des terrains pendant un mois. Donc, mais c'est vrai que j'ai la chance que ça se passe bien rugbystiquement. Je m'entends. Voilà, je suis bien. Re-signé aussi.
Ouais, j'ai re-signé, Ça fait du bien, ça. également. Donc, Ça fait du bien pour repartir de plus belle. Ouais, voilà, donc tout va bien mentalement. Donc c'est cool, je me régale. Non, mais comment on peut faire 50 matchs d'affilée? C'est quelque chose que, à un moment donné, tu te sens pas fatigué, pour être Puis un peu devant, passé j'ai par là. l'impression que c'est encore le challenge est encore plus dur à relever, quoi. Non, mais au bout d'un moment, même pour tes performances, tu tombes dans une certaine. Le coach te dit pas, tu as besoin de souffler. Je savais que nous, on avait des blocs de 5-6 matchs. On pouvait pas les mêmes faire 50 matchs consécutifs. Après, c'est dans 2 clubs différents quand même. Oui, bien sûr. faut le dire. Bien bien sûr, mais il y a eu bon, beaucoup de matchs avec Brive. Oui, les gars, je suis pas neuneux, mais. Non, mais bon, c'était pas le même effectif que celui avec le lequel top tu jouais. 14, il n'y a pas 50 matchs d'affilée. Hein, donc, Ah bon? Non, mais bon, si on va sur ça, ils sont complètement non, fous, mais c'est à cheval sur 2 saisons. Enfin, ce que je veux dire. Voilà. Mais même lui, il y a pour eu enchaîner, 2 clubs différents. même lui, pour lui, ça va être terrible d'enchaîner autant physiquement. Ben, le truc, c'est que j'ai mis longtemps à jouer. Enfin, j'ai commencé à jouer vraiment plutôt assez tard. J'ai commencé à jouer, j'avais 24 ans, donc je me suis un peu rongé le frein pendant pas mal d'années. Et quand j'ai commencé vraiment à enchaîner, j'avais faim et j'avais envie d'enchaîner le plus de matchs possible. Après, c'est sûr que j'ai eu aussi une partie de chance parce que voilà, on connaît le rugby et il y a toujours ce risque de blessure et j'ai eu la chance que mon corps suive, mais je pense que c'est avant tout parce que voilà, j'aime ce sport et j'avais envie de participer au plus de matchs possible. Et puis aussi que les coachs me faisaient confiance. Donc, mais c'est sûr en tout cas que je pense que j'espère, mais ça risque d'être compliqué de le refaire. Bon, en tout cas, toi, tu t'es régalé hier. T'as marqué juste avant la mi-temps. Derrière, il y a eu l'essai du bonus pour rentrer au vestiaire. Ça a été un match on va dire, plaisant pour toi à jouer. Tu t'es senti à l'aise? Ouais, je pense qu'on a mis un petit peu de temps à trouver nos repères en attaque cette année. On a pas mal été critiqué sur ce sujet-là en début de saison, mais ça fait maintenant quelques mois qu'on prend beaucoup de plaisir à jouer. On tente plus et ça nous réussit. Donc à l'image de cette première période où je pense que voilà, on a été vraiment opportuniste et à chaque fois qu'on est rentré dans leur camp, on a réussi à scorer. Mais en tout cas, on prend beaucoup plus de plaisir à jouer ensemble et je pense que ça se voit. Philippe parlait tout à l'heure du côté fondateur de ces matchs en Afrique du Sud et il a notamment cité votre déplacement aux Stormers début décembre. Est-ce que c'est vrai que c'est un tournant, toi, qui le vis de l'intérieur, pour notamment dans la gestion du groupe et dans la vie avec le coach et tout le monde? Ben moi malheureusement je l'ai raté ce déplacement parce que j'avais c'est un gros travail de journaliste qui fait François. Très bon. Et en plus j'ai la liste des matchs sous les yeux, donc je suis. Mais je le dis. Blessure musculaire. Ouais. Mais en tout cas c'est vrai que voilà, bon, j'ai eu la chance quand même de suivre les gars au travers, voilà, je les ai au téléphone et puis tout ce qu'ils m'ont raconté, mais c'est vrai que ça a été, je pense, aussi un tournant dans notre Coupe d'Europe parce que c'est toujours un peu un pas dans l'inconnu, tu sais pas trop où tu mets les pieds et ça a clairement soudé le groupe. Voilà, on est revenu avec une victoire de là-bas et en tout cas les mecs se sont régalés et je pense que ça a soudé l'ensemble du groupe. Quand on parlait notamment d'un groupe compétitif, peu importe l'équipe qui est alignée, à chaque fois on arrive à ramener des points d'un peu partout et c'est ce qui s'est passé là-bas et ça a soudé clairement le groupe. Ouais. Voilà, donc quand même c'était important, même si ma question, voilà, c'est vrai que mon travail de fiche n'était pas exceptionnel. Voilà. Bon, mercredi par contre c'est sûr, ça sera plutôt en fin d'après-midi d'après ce que j'ai compris. Fabien Galtier va dévoiler la liste des 42. 42 pour le tournoi. On a vu qu'il y avait quelques blessés en 3e ligne. Est-ce que tu attends que le téléphone sonne ou comment tu abordes cette liste? Comment je l'aborde, je me pose pas forcément trop de questions. On rappelle que tu as fait le tournoi la saison dernière quand même. Ouais, bien sûr, évidemment que c'est un objectif que j'ai envie d'y retourner et c'est à moi de faire le nécessaire sur le terrain. Voilà, je sais que j'ai été blessé pendant un mois, donc avant tout je me concentre sur Toulon. J'ai envie de revenir à mon meilleur niveau et enchaîner les bonnes performances tous les week-ends. Donc si j'ai un coup de fil et si je fais partie de cette liste, tant mieux. Le coup de fil est pas bon apparemment, non? Il faut pas recevoir de coup de fil. Apparemment, il faut pas recevoir de coup de fil. Ouais. En général, c'est pas forcément bon signe. C'est pas bon signe si tu reçois un coup de fil de Fabien. Mais évidemment que c'est un objectif d'y retourner. J'ai envie d'y retourner, mais après voilà, je suis conscient qu'il y a énormément de concurrence à ce poste et que c'est compliqué de faire partie de cette liste. Mais en tout cas, je vais donner le maximum pour y retourner.
Philippe, pour Esteban Abadi, notre invité qu'on va libérer d'ici quelques secondes. Mais entre troisième ligne. Ouais, ça fait, ouais. Non, je crois qu'il n'y a plus rien à dire là. Honnêtement, j'ai plus de questions. Bon, ok, en tout cas. Esteban. Désolé, François. Non. C'était pour que la parole tourne et que Johan, bien sûr, t'es le bienvenu. Juste quand même, Esteban, si tu peux prolonger un petit peu avec nous, parce qu'il va y avoir un ancien de troisième ligne du Racing que tu connais sans doute, voilà, ou que tu connais depuis tout petit. Non, mais il a joué avec son papa. Ils ont été champions de France ensemble. C'est Laurent Cabane qui sera avec nous. Et donc voilà, j'imagine qu'il aura forcément un mot et qu'il regarde. Et en plus, il fait partie de la commission de discipline. Donc, tu sais, il y a des mecs qui connaissent. Tu sais, il y a des mecs, Johan, qui connaissent les anciens, hein, qui sont capables d'être des concurrents sérieux qui je suis. Hein. Toi, tu t'es arrêté aux années 2000, mais. Laurent Cabane, ça va quand même, c'est pas très dur. C'est effectivement pas très dur. Et voilà, donc les objectifs. Donc tu dis que tu n'attends pas le coup de fil et qu'il vaudrait mieux pas qu'il y ait tout de fil. Enfin, en tout cas, tu n'attends pas la sélection. Est-ce que tu penses quand même que les cartes peuvent être rebattues en troisième ligne après la tournée de novembre et voilà, que tu as ta carte à jouer? Je sais pas, j'espère évidemment que les cartes peuvent être battues et que je peux être appelé. Après, c'est pas moi qui décide. Je pense que ça passera avant tout par des bonnes performances sur le terrain, et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis mon retour de blessure et depuis le début de saison. Donc, j'espère évidemment que les cartes peuvent être battues, mais bon, voilà. Après, je pense que ça passera, comme je le dis, avant tout par des bonnes performances à Toulon, et puis on verra bien, mais c'est un objectif. Après, je contrôle pas malheureusement. Après, si c'est pas là, il y a un dernier match à faire, donc il peut y avoir encore aussi des risques de blessures. Puis le tournoi est très long, donc voilà, il faut qu'il reste mobilisé, même si dans la première liste, il peut ne pas être appelé. Tout à fait. Et d'ailleurs, le staff est venu s'entraîner à Toulon. Vous êtes croisés ou pas? Parce qu'ils ont entraîné les espoirs. Ouais, on s'est croisés un petit peu. Je crois qu'ils aiment bien le soleil de Toulon par rapport à Paris. Voilà. Ah, vas-y, Quentin. Je disais qu'hier, on avait Jean-Pierre Elissalde sur Sud Radio qui nous disait qu'Esteban est le meilleur sauteur en touche du top 14. Voilà, rien que ça. Ça veut dire quoi, ça? Bah écoute, je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais c'est des compliments. Non, mais je ne fais que transmettre les informations. Meilleur sauteur en touche, c'est-à-dire qu'il attrape les ballons ou c'est un contreur? Qui fait tout. Ah ok, d'accord. Bravo. Mais est-ce que c'est appuyé par les stats ou par le regard de Jean-Pierre? Non, mais Maître Quentin a dit c'est le meilleur sauteur. Mais c'est pas moi. On ne sait pas. Non, je ne fais que transmettre. Non, mais ça, Esteban, il doit le savoir, mais sa modestie sans doute l'empêchera de dire ça. Mais c'est vrai que je lisais dans Midol qu'il y avait, je crois que les stats de AIA disaient que tu prenais 1,3 ballons par match, je crois, en contre. En tout cas, ça fait partie. T'es le meilleur contreur. C'est ce que j'ai lu. Voilà, mais j'ai lu beaucoup de choses pour préparer cette émission, contrairement à ce que dit Johan. On reste sur ça, mais c'est fou. Bon, allez, on va se retrouver dans un instant. Laurent Cabane va nous rejoindre, bien sûr. Et Esteban, si tu peux rester 2 minutes, voilà, pour que, que les générations se parlent. Je reste avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Qu'on est bien quand elle est troisième ligne dans une émission qui parle de rugby. On est avec Esteban Abadi, le troisième lignel de Toulon, troisième ligne international, homme du match hier face à Harlequins. Et on est ravis d'accueillir, Johan et Philippe, bien sûr, qui sont là, mais on est tous ensemble ravis d'accueillir Laurent Cabane, ancien troisième ligne du 15 de France, du Racing, des Harlequins et de la Western Province. Salut Laurent. Salut François, messieurs, bonsoir. Ouais, Laurent. Merci d'être avec nous quand même, parce que je sais que tu es un grand voyageur et que tu as attaqué l'ouest de la France. Voilà, mais voilà, en Bretagne quand même, Laurent Cabane en Bretagne, c'est pas mal. Juste quand même le temps de libérer voilà, Esteban Abadi qui est avec nous. J'imagine que tu dois quand même avoir Esteban à l'œil parce que tu l'as vu tout petit et que forcément tu dois avoir un regard particulier sur ses performances. Ouais, exactement. Ouais, je regarde de temps en temps. J'aime bien sûr son profil. Et puis quand vous parliez de joueurs aériens, mobiles, etc. Effectivement, ça c'est le profil d'Esteban. Non, c'est un joueur. Je vais pas lui dire, mais c'est un joueur très intéressant. De toute manière, il est il est suffisamment remarqué aujourd'hui. Je sais pas s'il sera dans la liste des. C'est quoi? C'est 45, François? 42. Ouais, je sais pas s'il sera dans la liste, mais ouais. Il sera de toute manière dans les petits papiers de Galtier, et puis il y a une Coupe du Monde qui se profile, donc j'espère vraiment sincèrement qu'il
qu'il y arrivera. Voilà, et c'est quand même aussi le compliment d'un ancien troisième ligne très aérien que tu étais, Laurent, quand même, faut-il le rappeler. Esteban, je sais pas, un petit mot à Laurent, et puis si tu veux, on te libère, bien sûr, et si tu veux rester, t'es le bienvenu. Non, mais déjà, ça me touche. Merci beaucoup, Laurent, pour ces petits mots. Pour ces petits mots gentils, parce que bon voilà, j'ai grandi avec tes performances et voilà, vis-à-vis aussi de mon père, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger un petit peu avec toi et d'entendre ça de ta part. Ouais, c'est sympa. Merci, c'est sympa, Sven. Bon. Bonne chance pour la suite. Bon, merci beaucoup. Voilà, c'est sympa. Laurent Cabane avec nous. On te remercie, Esteban. On te souhaite bien sûr un bon mois de janvier et surtout un bon mercredi. Si jamais la liste pouvait t'intégrer, on serait très content pour toi et on te dit à très vite sur l'antenne de Sud Radio. On va lui porter chance, vous allez voir. On verra bien. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup. Si t'es dans la liste grâce à nous, on te rappelle samedi, ok? Ouais, on se fait des visios tous les lundis. Merci Esteban, bonne soirée en tout cas. Salut. Laurent Cabane donc avec nous, ancien troisième ligne, je le disais, international bien sûr, mais moi j'avais aussi envie de t'écouter, de t'avoir, Laurent, pour avoir ton point de vue un peu sur cette Coupe d'Europe qui accueille les Sud-Africains. Tu fais partie des pionniers, ceux qui ont joué quand même en Afrique du Sud. Toi tu avais joué pour la Western Province, alias les Stormers aujourd'hui. Mais quel regard tu portes sur cette compétition où samedi les Toulousains sont allés l'emporter à Durban? Ouais, alors déjà quand tu présentes la Coupe d'Europe avec des provinces sud-africaines, déjà c'est bon, ça peut prêter à sourire, ça fait toujours un tout petit peu marrer. Ensuite, très sincèrement, sur cette édition-là, la première déception, c'est les provinces sud-africaines. Là, je regardais un peu les classements et il y en a deux qui sont quatrièmes, les Sharks et les Stormers. Et ensuite, ils ont quand même une province, les Bulls, qui était quand même un gros format du rugby sud-africain, qui est dernier de sa poule. Donc, j'ai envie de dire, la première déception sur cette édition-là, c'est quand même les provinces sud-africaines qui sont un peu en deçà de ce à quoi on s'attendait, quoi. C'est même si effectivement c'est sur un match sec, donc ils jouent à domicile ou à l'extérieur, donc il n'y a pas de match aller-retour avec cette formule un peu différente. C'est quand même à ce stade, à l'avant-dernière journée, c'est quand même un point quand même particulier. On s'attendait à autre chose des Sud-Africains qui pour la deuxième année donc viennent sur cette compétition. Je crois que c'est la deuxième année là, qui viennent. François, deuxième ou troisième? Troisième. Là, ils sont sur ils déclinent un tout petit peu sur les performances. Et si on prend le dernier match entre les Sharks et Toulouse avec un match à domicile sur un match qui a été quand même présenté comme une grosse affiche de l'avant-dernière journée, c'était quand même un match un peu particulier où techniquement on était quand même un peu surpris. Alors historiquement, le mois de janvier, les Sud-Africains, logiquement, si on prend sur ces lycées, sur ces dernières années, c'était quand même une période un peu de pré-saison pour eux, de préparation à leur saison à eux. Mais vraiment sur les performances, sur les dernières performances des trois provinces, là, j'avais envie de dire de franchise, mais des trois provinces, bon, c'est moyen, quoi. Hein, c'est vraiment pas terrible. Ouais, on l'a évoqué en début d'émission, Philippe Spanghero, mais c'est vrai quand même que les Sudaf pourraient se retrouver à 0 qualifiés. Philippe, si jamais les Sharks ne prennent pas un point, si les Stormers ne font pas un bon résultat au Racing, ils pourraient être à 0 pointé en huitième de finale. Ouais, ce serait clairement une déception parce que, on le disait, l'organisateur, le PCR, a cherché aussi en intégrant les Sud-Africains à densifier cette compétition. Aujourd'hui, on voit le rugby français truste les premiers rôles. Au début de cette compétition, dans les années 90, il y avait une vraie concurrence avec le rugby anglais. Il y avait toujours une province irlandaise, c'était pas le Leinster à l'époque, c'était plutôt le Munster et un peu l'Ulster qui venait jouer les troubles fêtes de temps en temps, mais ça se jouait quand même entre les Français et les Anglais. Puis les Anglais ont un peu décroché. Il y a le Leinster qui a émergé, qui est venu jouer un peu là aussi les troubles fêtes face au club français. Mais malgré tout, pour une compétition de cette envergure, c'est trop faible d'un point de vue du suspense et de ce que sportivement on peut attendre en termes de scénario. Et donc ces Sud-Africains, ils avaient aussi pour intérêt pour l'organisateur de venir densifier tout ça. Rappelons quand même le contexte à l'origine, hein, c'est le fonds d'investissement CVC qui venait d'investir dans la première chip anglaise et dans l'URC
qui avait besoin aussi de densifier ces championnats du Nord en allant chercher de la nouveauté. Et comme les Sud-Africains étaient un peu en marge de ce bloc, Nouvelle-Zélande, Australie et puis Japon qui était en train de se créer et dans lequel ils considéraient pas avoir leur place et pas assez de poids dans la discussion, et ben ils ont rejoint le Nord. Donc voilà comment on en est arrivé là. Mais c'est vrai que je rejoins Laurent et on l'a dit en début d'émission et je le répète, il y a quand même une forme d'incohérence entre le discours de ces équipes sud-africaines qui disent à quel point cette compétition est importante pour eux et à quel point ils la galvaudent pour certains, notamment les Bulls. Oui, mais après si on regarde le côté sud-africain, on est sud-africain pour une fois. Quel intérêt on a de jouer cette compétition à fond? Si on est premier de poule, on peut même pas recevoir à domicile. On est obligé d'aller jouer à l'extérieur. Donc eux, même sportivement, ils n'ont aucun intérêt à jouer pleinement à fond cette compétition. Non, Philippe, parce que tous les clubs français... L'intérêt clair pour financier. eux, c'est d'y participer. Voilà, c'est financier. Voilà, je suis d'accord avec toi. Après, le succès dans la compétition, il est très différent de ce qui existe pour les clubs français notamment, parce que tu as raison de le dire, c'est vrai que c'est une précision importante, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas recevoir leur phase finale. Donc, en termes de recettes, pour eux, c'est compliqué. Donc, eux, l'intérêt financier, c'est de participer à l'URC et, en fonction de leur classement dans l'URC, de participer à la Champions Cup. Mais en effet, ils sont beaucoup moins impactés économiquement par la performance que nous. Laurent, sur ce point, voilà, ils gèrent en gros les Sud-Africains, toi qui les connais. Je suis quand même étonné sur vous l'avez dit là, sur leur investissement. On a bien compris que il y avait un intérêt financier, notamment des droits télé, donc c'était plutôt au départ. Alors, je dirais pas que c'était une super idée, mais c'était intéressant de voir des franchises, enfin des provinces sud-africaines intégrer une compétition du Nord. Au moins, il y a une opportunité pour faire se rencontrer des équipes très différentes. Donc, moi, j'y trouvais un intérêt sportif, même au-delà de l'intérêt financier, j'y voyais un intérêt sportif. Mais là, sur le dernier match des Sharks qui reçoivent Toulouse, on avait l'impression que c'était un match, c'était le folklore, quoi. Il y avait de la musique pendant le match. Ils sont venus avec la moitié d'une équipe. Techniquement, on l'avait sûrement dit en début d'émission, c'était quand même difficile. C'est une purge ce match. On n'a jamais vu un match avec autant de scories et de. Ouais, non, on aurait dit vraiment un jubilé, quoi. C'était une fête du rugby, mais en termes, on n'a jamais retrouvé les caractéristiques du rugby sud-africain, là, cette agressivité, cette férocité là sur toutes les zones un peu de plaquage. Moi, je suis pas complètement d'accord, Laurent. Je sais pas, peut-être Philippe était au stade. Moi, j'ai eu la sensation quand même que sur les zones de ruck, les Toulousains, ils ont été quand même beaucoup embêtés, enfin physiquement un peu contrés en touche, par exemple. Ils étaient à la ramasse, François, les Sud-Africains physiquement. Ils ont marché. Non, mais sur la 30e minute. Je pense qu'ils ont été pris. Sur l'investissement physique, sincèrement, ils sont pas, quoi. Ils sont pas à jour aujourd'hui. Ils sont en retard dans leur enfin, c'est pas qu'ils sont en retard dans leur préparation, parce que je l'ai dit tout à l'heure, normalement à cette période-là, ils sont en pré-saison, mais par rapport à la compétition, ils sont pas alignés par rapport aux équipes du Nord et notamment les provinces irlandaises et les clubs français. Là, pour l'instant, ils sont pas au niveau, ça c'est sûr. Et puis ça s'est vu. Là, je regarde un truc. Ils ont quand même pris 60 points la deuxième journée contre Leicester, quoi, contre les Anglais qui aujourd'hui ils sont au milieu de tableau, quoi, en première chip, quoi. Donc il y a quand même des indicateurs. Ils vont en prendre 60 à Bordeaux. Il y a des indicateurs qui montrent. Il y a des indicateurs qui, exactement. Il y a des indicateurs et des scores qui montrent que cette année, vraiment, en termes d'investissement, et moi, on est quand même étonné de voir des joueurs sud-africains, pour la plupart, enfin, il y en a quand même qui sont champions du monde, là, qui se sont baladés sur les terrains de Coupe d'Europe, etc. On est quand même étonné du niveau général des équipes sud-africaines. Je pense que vous en avez parlé, on est quand même assez étonné. Ils ont dû faire des pieds et des mains, non mais pour venir dans cette compétition, il y avait quand même, c'est pas neutre d'avoir des franchises qui ils font tous 10 000 km pour faire des matchs, et ensuite,
le rendu, le compte rendu du match, il est quand même, c'est étonnant, quoi. Quand on connaît la santé de l'équipe nationale sud-africaine, on peut être étonné des résultats en coup d'ordre. On envierait même presque un Racing Aurillac des années 90. Juste Philippe, quand même, toi qui étais au stade sur ce que décrivent Johan et Laurent, et visiblement on n'est pas tout à fait d'accord. Moi j'ai quand même senti qu'il y avait quand même cette densité physique sud-africaine. Philippe Spanghero. On l'a senti en effet. Moi, je pense que les Sharks ont été pris à leur propre jeu parce qu'ils ont voulu étouffer les Toulousains en mettant beaucoup de rythme, en tenant beaucoup le ballon en début de match. Et en effet, je les ai trouvés assez efficaces quand même parce que face à Toulouse, c'est très compliqué de dominer les zones de ruck avec les clients qui est en face, Movaka, Willis, etc. Cross. Je trouve qu'ils ont plutôt été propres, mais le problème c'est cette incapacité à faire quelque chose du ballon. Et moi, je rejoins Laurent. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que dans ces nations, finalement, comme le disait Johan, où c'est la fédération qui dirige un peu et où le projet de jeu est décliné, moi j'attendais beaucoup plus de froideur de cette équipe des Sharks parce qu'il y avait quand même l'ossature notamment devant des box bon, il y a eu le coup dur de Edzebet qui n'a pas pu être aligné, mais il y avait quand même beaucoup d'internationaux Springboks et j'ai trouvé une incapacité à être dangereux avec le ballon, à trouver de l'avancée, à avoir un jeu au pied d'occupation pragmatique. Voilà, ça m'a vraiment surpris. J'ai trouvé ça un peu folklorique en effet, et donc je pense que les Sharks ont simplement été pris à leur propre jeu. Ils se sont dit on va étouffer les Toulousains en produisant beaucoup, en portant le ballon, à part que ça n'a pas marché et que les Toulousains ils n'ont pas craqué, et à partir de la 20e minute ils ont beaucoup de chance les Sharks que les Toulousains aient manqué à ce point de réalisme parce qu'ils ont franchi peut-être 10 fois en première période. Il aurait déjà dû avoir 25 points à la mi-temps et le score aurait dû être beaucoup plus lourd pour les Sharks. Alors on en revient à ce que disait Johan en début d'émission. Laurent, la liste mercredi, toi qui as vécu l'équipe de France pendant de longues années dans les années 90, comment tu vois justement le réaménagement de la troisième ligne là, parce qu'il va y avoir Olivon qui n'est pas là. Comment tu vois les choses? J'ai vu ça, ouais. Il y a des, il parle de Gégou, effectivement. Peut-être Esteban, il y a effectivement des nouveaux profils qui vont montrer le bout de leur nez. Je pense qu'il y aura quelques surprises sur cette liste. Je pense que c'est le bon moment aussi pour le staff de l'équipe de France peut-être d'apporter quelques nouveautés, quelques jeunes joueurs. Donc à voir. Je n'ai pas plus d'informations que ça, mais effectivement il y a une petite fenêtre il y a un contexte qui est favorable à peut-être avoir des nouveaux profils. Et Johan, est-ce que tu penses que ça peut être le retour aussi d'Anthony Jelonche? Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser quand Laurent disait tous les noms des troisième lignes. Je pensais qu'Anthony revenait bien en ce moment. Ça fait 2-3 matchs qu'il est performant, il est percutant, et c'est le moment pour lui, je pense, de revenir pleinement en équipe de France et de reprendre son leadership. Ouais. Après, le sujet, c'est la complémentarité de la troisième ligne quand même. Ça, c'est intéressant, Laurent, d'avoir ton regard par rapport à ça. On s'est posé la question quand même sur la tournée de novembre, en fonction du choix de Olivon ou pas, d'être titularisé, de Cross, Boudéan aussi. Oui, parce que c'est ça la question, j'allais y venir. C'est la santé quand même de Boudéan qui a pris beaucoup de points, qui est dans un profil comme Jelon, peut-être un peu plus mobile. Et surtout, comme il y avait Greg Aldrit qui était un peu en méforme, on s'était posé la question de la complémentarité de la troisième ligne. Très sincèrement, Johan, cette ligne-là, en troisième ligne, je pense que c'est les postes les plus riches aujourd'hui en équipe de France. Donc, ils ont un nombre de joueurs susceptibles d'intégrer l'équipe de France qui s'est densifié considérablement. Il y a Roumat, là, qui a priori aussi, on n'en a pas parlé, va pas faire le début de la compétition. Ça ne partira pas sur le début de la compétition, mais peut revenir en cours de compétition. Anthony Jelonche, c'est sûr qu'il sera dedans. D'après moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Sur la complémentarité, effectivement, ouais, c'est un sujet. Donc là, il y a Jelonche, Cross, Boudéan, Grégory Aldrit. Franchement, c'est une ligne qui s'est enrichie là sur ces dernières années. C'est plutôt une bonne chose, je trouve. Mais là, à mon avis, sur ces premiers matchs là, qui est un match un peu bon, ça simplifie un peu la tâche de Fabien Galtier, le Pays de Galles à domicile sur ce premier match.
Je pense qu'il peut essayer de trouver une formule peut-être un tout petit peu différente, mais dans un premier temps, d'après moi, là, j'ai envie de dire Jelonche, Grégory Aldrit, Boudéan bien sûr, puis il y a Kroos, donc voilà, ce sera les 4, ça sera le top 4 hein, pour le début de la compétition. Ensuite, est-ce qu'il amènera de la nouveauté, est-ce qu'il tentera d'intégrer peut-être un nouveau joueur comme Esteban, voilà, on en a parlé tout à l'heure, Gégou aussi, on en parle beaucoup en ce moment. Donc, sincèrement, là il y a pléthore de joueurs à ce poste-là en ce moment, donc très difficile pour moi. J'aime bien effectivement la complémentarité en troisième ligne. Il faudra remplacer Olivon avec ce profil Olivon-Roumat. Donc effectivement, ils l'ont pas dans la main. Là, en ce moment, il n'y a pas effectivement les mêmes joueurs avec ce profil-là, mais il y a d'autres alternatives. Il y a vraiment, ils sont trop riches, presque trop riches à ce poste-là. Eh bien, merci Laurent Cabane d'avoir été avec nous. Ouais, voilà. Merci à vous. Ancien troisième ligne du 15 de France, bien sûr, du champion de France avec le Racing, 2 Coupes du Monde, 91-95, enfin pas gagné, hein, mais participé en tout cas, et puis également une fin de carrière en Angleterre en club après être passé par l'Afrique du Sud. C'était ton regard qui nous intéressait Merci, notamment. François, parfait. À bientôt, salut Lolo, et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on va parler d'un club parisien, bien sûr, le Stade Français, qui s'est réveillé pendant cette Coupe d'Europe et même pendant le match face à Northampton. On va en parler avec un de ses nouveaux entraîneurs, ou en tout cas consultants pour la mêlée. C'est Mathieu Blin qui sera avec nous dans un instant. Et Johan Huget, Philippe Swinguero, toute équipe Sud Radio, bien sûr tout le monde est là pour accueillir Mathieu Blin qui est avec nous ce soir, l'entraîneur adjoint, on va t'appeler comme ça Mathieu, du Stade Français, consultant en mêlée, S-mêlée, on peut dire. On est très content de t'avoir avec nous, Mathieu. D'abord, bonne année, puisque c'est une année qui a commencé sur le terrain pour toi. Belle année, je suis très déçu de ne pas apparaître dans la liste des troisième lignes potentielles pour l'équipe de France, mais bon, c'est comme ça, le temps passe. Oui, mais bon, écoute, en tout cas, tu es affairé désormais au chevet de la mêlée parisienne, Mathieu. Elle allait pas bien, cette mêlée, quand tu es arrivé ? Écoute, elle n'est pas encore flamboyante. L'ensemble des skills ou des stats, des phases de statique du Stade Français qui étaient sous l'air Sampéré plutôt devant, voire tout à fait tout en haut. C'est pour ça que Laurent Sampéré a été appelé en équipe de France et pris par Fabien Galtier. Effectivement, ça s'est un petit peu délité. Alors, il y a eu beaucoup de travail fait par Karim Ghezal. Il y avait Dato de l'ASM et Julien Tassé cette année. Et tout d'un coup, Julien Tassé s'est retrouvé de 3 à tout seul. Lui spécialiste de la touche, donc effectivement sur la mêlée proprement dit et puis l'animation offensive et défensive des avants, le Stade Français a considéré qu'il fallait apporter un petit peu de monde. Oui, Johan Huget, réaction ou en tout cas question peut-être. Non, salut Mathieu, pardon. Juste, comment on arrive dans un effectif en plein milieu d'une saison comme ça? Alors même si tu es de la maison, tu fais partie des glorieux du Stade Français, bien entendu, mais c'est jamais évident de rentrer dans un effectif comme ça. Comment tu arrives dans ce groupe-là? Ouais, salut Yo, merci pour cette question. Effectivement, j'arrive évidemment sur la pointe des pieds, tu l'imagines bien. En plus, le Stade Français s'est doté d'un centre de performance et d'entraînement au Camp des Loges, donc c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Je ne suis pas à Jambouin dans les trajets que j'avais l'habitude de faire. Donc ça, à minima, ça permet à tout le monde de découvrir, même si les gars, ils sont depuis quelques mois, ils découvrent encore ce magnifique endroit. Sur la pointe des pieds, c'est aussi en emmerdant un petit peu tous les collègues, Morgan Parra, Jutasté, Gustard, Lolo Labitte, tous les PP, toutes les vidéos, à poser 4000 questions par jour pour essayer de bien comprendre l'organisation. Et écoute, c'était la semaine dernière, une semaine remplie d'informations. Mon carnet était rempli à ras-bord. Et là, fin de journée, lundi aujourd'hui, c'est mon deuxième lundi, donc ça commence doucement à se mettre en place. D'accord. Donc là, tu es consultant télé, consultant Stade Français. Qu'est-ce qui reste pour être consultant on veut t'accueillir en radio peut-être? C'est marrant parce qu'effectivement, le poste de consultant dans notre sphère, pas mal, dans notre environnement, on n'en a pas spécialement énormément l'habitude, alors que c'est pas Philippe qui va me contredire. Le consultant, le manager de transition dans le monde des entreprises existe partout. Effectivement, je suis consultant pour Canal+, et Canal+ m'a accordé le fait d'être au Stade Français, puisque je ne suis pas sur le banc de touche, je ne vais à aucun match à domicile ou à l'extérieur, je n'interviens que 3 jours sur 4 en semaine, donc c'est vraiment un poste
poste de consulting pour ne pas aller sur évidemment des choses qui étaient un petit peu trop proches ou de se faire reprocher à juste titre d'être un petit peu sur des conflits d'intérêts. Ouais, Philippe, avec Mathieu Blin, Philippe Smanguero. Ouais, salut Mathieu. Alors écoute, bon, sans flagornerie, moi j'étais très content pour le Stade Français de l'annonce de ton arrivée, parce que j'ai l'impression que il fallait trouver aussi une justification à ton arrivée, mais j'ai surtout l'impression que ce qui manquait à ce Stade Français et qu'ils ont trouvé avec toi, c'est le consulting ADN un peu. On a senti ce groupe se déliter, la confiance s'étioler au fil de cette saison, alors qu'il y avait quand même quelques certitudes, notamment sur les fondamentaux la saison dernière, la conquête sur laquelle tu travailles. Mais tout ça, c'est subjectif. Dans un vestiaire, ça se délite très vite. Et je crois que à chaque fois que le Stade Français a été fort, c'est quand il a su retrouver son ADN. Et est-ce que quelque part, derrière ce statut de consultant devant, il n'y a pas ça dans ta feuille de route ? Si, il y a ça, tu as raison. Quand Lolo Labitte et Thomas Lombard m'ont appelé, on a fait une réunion avec Start, bien sûr, qui est le head coach. Donc on était tous les quatre. Il y avait ce bon de commande sur la mêlée, il y avait ce bon de commande pour accompagner l'ensemble du jeu off et def des avants. Et il y a ce bon de commande pour pouvoir insuffler non pas un nouveau discours, mais un discours qui ne sera que sincère, totalement authentique et vraiment cru de mon côté, c'est-à-dire les mecs qui sont au Stade Français, même si on se connaît pas, c'est mes petits frères, et puis le Stade Français leur appartient à eux, puisque moi je suis pas un passéiste. Je pense que les plus anciens n'avons de place que pour amener quelque chose, que pour faire vibrer, pour un peu exciter, pour titiller, pour donner encore plus envie. Donc voilà, mon premier message était évidemment de dire que le Stade Français jouait le maintien, 13e du championnat, et je crois que c'était important qu'on puisse le dire avec beaucoup de gravité et en même temps sans faire la gueule, sans être dans une sinistrose, et au contraire être appliqué à faire les choses dans l'ordre. Donc voilà, j'essaie de distiller ce message en le rendant un peu contemporain, et toutes mes expériences, que ce soit à Rouen, à Niort, dans des plus petits niveaux, ou bien sûr à Agen pendant 5 ans ou à Suresnes, c'est aussi par tout ça que je suis habité. Oui, parce que tu n'as jamais arrêté. Enfin, ce que je veux dire, c'est que t'es pas déconnecté du terrain, voilà, ou alors ça évolue très très vite. Comment tu Non, mais si, François, j'étais un petit peu plus éloigné, puisque j'avais pris plutôt des fonctions de direction générale ou de management, puisque la performance globale ou la performance systémique, c'est un peu mon dada, ou c'est ce qui me passionne. En revanche, depuis toujours, pour essayer de dire le moins de conneries possible et puis rester à la page, comme on dit, j'échange avec beaucoup de techniciens sur ce qui me passionne, la mêlée, le travail des avants, l'optimisation en fonction des gabarits très solides ou au contraire des gabarits un peu plus toniques. Donc là, ça me permet de vraiment être dans de la pratique et d'allier théorie-pratique. Je crois que dans nos métiers ou dans la société, c'est souvent hyper intéressant, parce que même à un minima, tu dis pas de conneries, quoi. Oui. Quelle note tu donnes au pack, en tout cas à la mêlée du Stade Français face à Northampton, parce qu'on rappelle que ça avait mal commencé, 21-0 en début de match. Voilà, à la mi-temps, il y avait 21-19 pour le Northampton, puis finalement, le Stade Français l'a emporté 45-35 avec toujours une chance de se qualifier. La note que tu peux donner à ta mêlée du stade? Écoute, c'est une note avec 2 bras cassés pour introduction qu'on a un petit peu trop tardé à envoyer, et 2 pénalités parce que le gaucher en face s'est bien effacé pour que le droitier croise et que l'arbitre le voit. Donc j'ai même pas envie de nous mettre encore la moyenne, même si collectivement, vous l'avez vu, il y a eu un 21-0, mais il y a eu une remontée et puis une capacité à prendre le match à son compte du côté du Stade Français, notamment grâce à la touche et grâce au super boulot de Jutasté, qui enfin a pu travailler pendant une semaine en étant concentré que sur ballon porté, défense des ballons portés. Donc allez, un 9 sur 10, parce qu'il faut quand même être très exigeant, François. Oui, je comprends. Pas de voyage en Afrique du Sud, dernière petite question? Pas de présence au match, donc pas d'Afrique du Sud. Comme Philippe ou comme Johan encore plus, j'ai eu la chance d'y aller en tant que joueur, que ce soit avec le Sport Études il y a très longtemps, soit avec les Babas. Donc non, on travaille avec tous ceux qui n'y sont pas partis.
Eh bien, on te remercie Mathieu et on te souhaite bonne chance dans ta mission auprès du Stade français, de son paquet d'avant, notamment en mêlée. Merci Mathieu Blin d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Salut, et gars, à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Merci Philippe Spanghero. Voilà, et on se retrouve très vite Avec ce plaisir, week-end. les amis. Et pour la 4e journée de Champions Cup qu'on vivra bien sûr sur Sud Radio. Merci Johan. Merci beaucoup, C'est messieurs. pas si chafouin que ça avec une casquette. Non, monsieur Non, Philippe, ouais. il revient de vacances. Du coup, nous, on est des radeurs, nous, on C'était est pas là, vacances, Philippe. c'était un séjour hybride. Ouais, on a compris, ouais. Allez, merci Quentin d'avoir été avec nous et surtout on va retrouver Jacques Pessy, les clés d'une vie, Patrick Sébastien qui sera à suivre dans un instant.